Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 22e édition de Parlons Développement, qui est une initiative lancée par le Policy Center, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement. Et donc, c'est une initiative qui a pour but de débattre des thématiques stratégiques de développement du Maroc et qui sont en lien avec les objectifs du développement durable. Et donc, l'objectif, c'est de débattre avec les étudiants dans les différentes régions du Maroc. Et aujourd'hui, le thème de cette conférence, ça sera autour d'une question extrêmement importante, à savoir l'économie de santé, et avec un focus sur la question de la prévention, comment prévenir pour mieux soigner. Et donc, avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires pour cette conférence, remercier notamment l'université Chouaib de Kelly, remercier également la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida. Je tiens particulièrement à remercier également notre partenaire de l'association civile, l'association marocaine de la promotion de la santé, et je tiens bien sûr à remercier nos panélistes qui sont avec nous et bien sûr à toute l'audience qui sera avec nous pour parler de cette thématique d'extrême importance. Et j'aimerais bien vous rappeler un peu le déroulé de cette conférence. Nous allons commencer très brièvement par des mots 5 minutes de mots d'ouverture du doyen de l'université, M. Essaïd El-Mskini. Et par la suite, nous allons visionner une courte vidéo qui présente l'initiative Parlons Développement. Et par la suite, nous allons passer à un autre panel avec nos panélistes. Mais avant cela, nous donnerons la parole à la jeune doctorante Mahouh Zineb, doctorante à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, ici pour présenter un peu un briefing du workshop qu'ils ont organisé ce matin, qui est un workshop préparatif à cette thématique, à la prévention, pour les initier par rapport à la concept de la prévention, comment la faire, etc., les défis et les institutions impliquées dans ce sens. Et donc, sans trop tarder, je donnerai la parole à Monsieur Essaïd El-Mskini, qui est doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida. Monsieur, la parole est à vous. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadan Ashraf al-Mursalin. Chers partenaires, représentants du Policy Center for the New South, de la Banque mondiale et de la PNUD, Monsieur le Président de l'Association marocaine de la promotion de la santé, Mesdames et Messieurs les vice-doyens et directeurs adjoints, chers professeurs, Madame la secrétaire générale de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida, nos chers administratifs, chers étudiants, honorables assistants. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre faculté à l'occasion de la 22e édition de l'initiative Parlons Développement, consacrée cette année à un thème d'une importance majeure et d'une actualité indéniable. L'économie de la santé au Maroc, comment mieux prévenir pour mieux soigner. Permettez-moi en premier lieu d'exprimer toutes nos gratitudes à nos partenaires institutionnels et académiques qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Leur engagement constant en faveur de dialogue scientifique et de la réflexion collective illustre parfaitement l'esprit de coopération qui anime notre initiative. Cette collaboration témoigne de notre conviction commune. Les grandes questions de développement ne peuvent être abordées que dans une logique de partenariat, d'ouverture et de complémentarité des expériences. Mesdames et messieurs, la santé ne saurait être préhendée uniquement comme une question médicale ou clinique. Elle constitue un pilier fondamental du développement humain. Elle est à la fois une construction sociale, un enjeu économique et une responsabilité politique. Il mobilise nos institutions, interpelle nos chercheurs, engage nos praticiens et concerne chaque citoyen. Dans un contexte marqué par des mutations profondes,
transition démographique, progression des maladies chroniques, urbanisation accélérée, contraintes budgétaires croissantes, le système de santé est confronté à des défis structurels majeurs. Les inégalités d'accès aux soins persistent, les disparités territoriales demeurent et la soutenabilité financière des dispositifs de couverture sanitaire devient une préoccupation centrale. Le Maroc, sous les hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a engagé ces dernières années des réformes ambitieuses, notamment à travers la généralisation de la protection sociale et l'extension de la couverture médicale. Ces avancées importantes traduisent une volonté politique forte de faire de la santé un droit effectif et non un privilège. Toutefois, la réussite de ces réformes dépendra largement de notre capacité collective à intégrer une dimension économique rigoureuse dans la gouvernance du système de santé. C'est précisément là que l'économie de la santé prend tout son sens. L'économie de la santé ne se limite pas à la gestion du coût ou à la transition des dépenses, ou à la rationalisation des dépenses. Il invite à une réflexion plus large sur l'allocation optimale des ressources, l'évaluation des politiques publiques, la mesure de l'efficacité et de l'équité des interventions sanitaires. Il nous pousse à nous interroger comment maximiser l'impact de chaque dirham investi, comment concilier performance, accessibilité et qualité. Comment garantir la pérennité financière tout en renforçant la justice sociale. Au cœur de cette réflexion se trouve une idée essentielle, la prévention. Prévenir, c'est anticiper les risques avant qu'ils ne se transforment en crise. Prévenir, c'est investir dans l'éducation sanitaire, dans la sensibilisation des populations, dans le dépistage précoce et dans la promotion de modes de vie sains. Prévenir, c'est renforcer les soins de santé primaires et rapprocher les services des citoyens. Mais prévenir, c'est aussi faire un choix stratégique, c'est reconnaître que chaque investissement en amont permet de réduire à moyen et long terme les coûts humains, sociaux et financiers des maladies. C'est comprendre que la prévention constitue non seulement un impératif sanitaire, mais également un levier puissant de développement économique. En effet, une population en bonne santé est une population plus productive, plus innovante et plus résiliente. La santé influence directement le capital humain, la performance du marché du travail et la croissance économique. Il conditionne également la cohésion sociale et la stabilité des sociétés. Ainsi, poser la question comment mieux prévenir pour mieux soigner revient à interroger notre modèle de développement. Cela suppose de dépasser une approche curative centrée sur l'hôpital pour adopter une vision intégrée, territorialisée et proactive du système de santé. Cela exige également une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés, entre le monde académique et les décideurs, entre les professionnels et la société civile. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette dynamique. Il n'a pas pour vocation de dresser un simple constat, mais d'ouvrir un espace de réflexion, d'échange et de proposition. Il vise à croiser les regards, confronter les analyses et faire émerger des pistes concrètes susceptibles d'enrichir les politiques publiques. Je suis convaincu que la richesse de nos débats reposera sur la diversité des expertises réunies ici. Économistes, professionnels de la santé, gestionnaires, chercheurs et étudiants, c'est dans cette interdisciplinarité
que réside la force de notre initiative. Parlons développement, il constitue un cadre privilégié pour penser ensemble les grands enjeux nationaux et pour contribuer modestement, mais résolument, à l'élaboration de solutions adaptées à notre contexte. Mesdames et messieurs, au-delà des analyses et des chiffres, n'oublions pas que derrière chaque politique de santé se trouvent des vies humaines, des familles, des espoirs. L'économie de la santé ne doit jamais perdre de vue sa finalité première: améliorer le bien-être des citoyens et garantir la dignité de chacun. En réaffirmant la centralité de la prévention, nous faisons le choix d'un système de santé plus équitable, plus durable et plus résilient. Nous faisons le choix d'un développement qui place l'humanité au cœur de ses priorités. Permettez-moi, pour conclure, de renouveler mes remerciements les plus sincères aux organisateurs, aux intervenants et à l'ensemble des partenaires pour leur engagement et leur précieuse contribution. Je remercie également nos étudiantes et nos étudiants dont la présence témoigne de l'intérêt croissant des nouvelles générations pour les questions de santé et de développement. Je vous souhaite des échanges riches, constructifs et porteurs d'avenir. Puissent nos travaux d'aujourd'hui nourrir des réflexions durables et inspirer des actions concrètes au service de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le doyen, pour l'accueil chaleureux et pour ces mots d'ouverture. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Mais je pense, avant de commencer, peut-être mes collègues, s'ils peuvent projeter une vidéo de 3 minutes sur l'initiative Parlons Développement. En avril 2021, une initiative novatrice a vu le jour sous le nom de Parlons Développement. Lancée par le Policy Center for the New South, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, cette série de débats a été créée dans le but de sensibiliser les jeunes aux enjeux cruciaux de développement au Maroc. Parlons Développement offre un espace unique de dialogue et d'échange où les jeunes peuvent éveiller leur intérêt pour des sujets divers et variés autour des concepts de développement, débattre des défis et opportunités du développement au Maroc et encourager la participation citoyenne, explorer des idées et des perspectives nouvelles au contact d'autres jeunes et d'experts nationaux et internationaux. Depuis son lancement, l'initiative Parlons Développement a sillonné diverses villes à travers le royaume, en partenariat avec de nombreuses universités, organisations de la société civile et institutions publiques, touchant plus de 24 000 participants. Des thématiques variées ont été abordées, allant de l'innovation territoriale à la stratégie de développement des zones oasiennes, de la gestion de l'eau aux défis de l'éducation à la citoyenneté et bien d'autres sujets passionnants. Notre troisième institution croit profondément à la force du dialogue. Et Parlons Développement est avant tout un espace de dialogue dans lequel se rencontrent des jeunes et des acteurs nationaux et internationaux pour échanger autour du modèle de développement du royaume. C'est aussi une initiative qui permet de rendre accessible une variété de thématiques clés du développement. Parlons Développement est le fruit de notre engagement pour la jeunesse marocaine, qui est effectivement la clé d'un avenir durable. Nous sommes fiers d'avoir co-créé une approche qui permet en fait de rendre les concepts complexes du développement des questions tangibles. Pour nous, les 3 organisateurs de cette plateforme, il est très encourageant d'avoir pu observer l'engagement, la passion des jeunes dans toutes les villes dans lesquelles nous sommes allés pour discuter, échanger, penser les politiques publiques pour des grands enjeux d'avenir qui les concernent au premier plan. Rejoignez-nous pour débattre, partager et échanger autour du Maroc de demain.
Et maintenant, j'invite Madame Mahouh Zineb, qui est doctorante ici à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de la faculté d'El Jadida, pour nous présenter une synthèse du workshop que nous avons tenu ce matin. La parole est à vous. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter les étudiants lors de cette session consacrée à l'économie de la santé et à la prévention. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, notamment la Banque mondiale, le Policy Center for the New South et l'AMPS, le PNUD, ainsi que notre faculté pour l'organisation de cet échange essentiel. Mes remerciements vont également à Monsieur le Doyen, aux panélistes et à l'ensemble des participants. Dans un premier temps, mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous les interrogations et les points de vue des étudiants, donc notamment concernant les enjeux de la prévention et les attentes des jeunes vis-à-vis du système de santé, qui ont été partiellement clarifiés lors de l'atelier de ce matin. Mesdames et messieurs, ces retours sont précieux pour mieux comprendre les besoins et les attentes des futurs professionnels de la santé, en particulier autour des points suivants. Premièrement, la définition de la santé à travers ces trois dimensions. La dimension physique, mentale et sociale. Deuxièmement, le paradoxe entre les actions préventives et les actions curatives. Et finalement, les facteurs influençant les comportements de santé, l'éducation, les médias, les professionnels de santé et finalement les lois et réglementations. Ensuite, il est fondamental de souligner que pour garantir une prévention réussie et efficace, le bien-être des travailleurs sociaux est un point clé. Donc, en effet, un travailleur social épanoui, bien sûr, et soutenu est indispensable pour assurer des interventions de qualité et une prévention durable. Ce n'est pas qu'une théorie. Normalement, la recherche le prouve, y compris dans notre contexte marocain. Donc, une étude récente menée auprès des professionnels de santé à Fès, normalement est publiée en 2023, a révélé que près de 2/3 d'entre eux présentaient un épuisement professionnel avec un impact direct sur la qualité de leur travail. Ces chiffres sont un signal clair. Pour que notre politique de prévention marocaine atteigne leur objectif ambitieux, normalement, ils doivent absolument intégrer le soutien à ceux qui les portent sur le terrain. Ce sont les travailleurs sociaux. Leur bien-être n'est pas un simple détail, mais de ressources humaines, c'est un levier critique pour l'efficacité, la durabilité et la réussite économique même de notre système de santé. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, revenons à notre débat et avec nos panélistes. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir modérer ce panel avec d'éminents experts autour de la thématique. Et juste pour mettre un peu de contexte par rapport à la thématique, aujourd'hui, on est dans l'un des chantiers sociaux les plus importants au Maroc, à savoir le chantier de généralisation de la protection sociale. Et l'un des piliers de ces chantiers, à savoir donc la question de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire à l'ensemble de la population marocaine. Et juste un petit rappel, juste quand on parle aujourd'hui de la généralisation de la protection sociale, d'abord généralisation de l'accès, parce qu'avant 2019, seulement les travailleurs salariés du secteur privé, ils étaient couverts par la loi, par l'assurance maladie, et ils n'avaient pas la possibilité de rejoindre la CNSS. C'est après la réforme récente de généralisation de la protection sociale. Aujourd'hui, tout le monde, toute la population, tous les individus, indépendamment de leur niveau, catégorie sociale ou niveau de revenus ou catégorie socio-professionnelle, ils sont couverts par la loi, par la protection sociale. Et aujourd'hui, donc le défi, c'est pas d'étendre un peu l'accès, la couverture, c'est bien, tout le monde est couvert, mais assurer
un accès équitable des soins dans les différentes régions, assurer un accès effectif aux soins dans les différentes régions du royaume. Ça reste l'un des défis les plus importants. Avec cela, bien sûr, la question de assurer la soutenabilité financière sur le long terme de cette réforme très, très ambitieuse. Il n'y a pas beaucoup de pays en développement qui ont réussi une généralisation de la protection sociale aussi rapidement. Il y a un grand défi à cela. Et là, aujourd'hui, on va faire le focus seulement sur une dimension qui est cruciale, à savoir donc la question de la prévention et comment faire cette prévention pour la maîtrise des dépenses et pour assurer une soutenabilité financière de cette généralisation de l'assurance maladie. Et bien sûr, sans trop tarder, j'aimerais d'abord rappeler quelques guidelines. On aura pour chaque intervention 5 minutes d'intervention. Et je tiens à rappeler que vous pouvez intervenir dans la langue qui vous semble la plus, on peut parler arabe, arabia, derija, français. Donc le but, même pour les interventions, après bien sûr pour les étudiants, ils peuvent même penser dès les premières interventions à préparer leurs questions. Quelqu'un تهضروا بالدارجة, تهضروا بالعربية, ما كاينش. Et l'avantage, c'est que on va parler 5 minutes par intervention. Les experts, ils peuvent parler des heures. On a limité leur temps pour que vous puissiez طرحوا les questions ديالكم. Donc, n'hésitez pas, notez les questions. Bien sûr, vers la fin, la parole. Et là, je reviens à vous. Je ne vais pas rentrer trop dans les bios. Donc, vous les trouverez dans les sites. Et je commence par docteur Hachri Hafid, qui est conseiller et coordonnateur des systèmes de santé et gestionnaire des programmes de santé prioritaires au bureau de l'Organisation mondiale de la santé, pour nous parler effectivement de quelle stratégie, quelles recommandations de l'OMS en matière de prévention pour les pays membres de l'OMS. Et la parole à vous, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. J'espère respecter les 5 minutes, mais n'hésitez pas à m'interrompre, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet très pertinent. C'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un sujet très ancien. Comment, justement, adapter les politiques sanitaires pour que les financements de la santé soient pérennes et pour répondre aux besoins de la population. Toute la population ne laisse personne pour compte. Ça, c'est une question, j'ai dit que ça a commencé depuis des années. Et au sein de l'Organisation mondiale de la santé, ça a commencé depuis les années 1978, avec la déclaration d'Alma-Ata, où le focus a été porté sur justement la prévention et la promotion de la santé. Et 30 ans après, ou 40 ans après, en 2018, encore une fois, il y avait la déclaration d'Astana, qui a sorti avec un cadre de référence très clair, c'est d'investir dans les soins de santé primaire. Monsieur le doyen en a parlé dans son mot d'ouverture. Les soins de santé primaire, c'est quoi? C'est les centres de santé que vous connaissez au Maroc, et le médecin, le cabinet privé de médecine de famille ou de médecine générale. Pourquoi l'OMS insiste sur cette approche et sur l'investissement? Il invite les États membres à investir davantage dans les soins de santé primaire que dans les hôpitaux. Les hôpitaux, si on investit, c'est pour soigner. Si on attend les patients tomber malades et se faire soigner avec les maladies chroniques, aucune dépense, aucun financement ne suffira. On connaît maintenant tous les pays, aux États-Unis même, qui donnent beaucoup d'importance, qui ont plus de 15% de leur PIB pour la santé. Leur système de santé n'est pas le meilleur. Et donc, c'est pas une question d'argent, mais c'est une question beaucoup plus d'investissement dans des approches de prévention, de promotion de la santé. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'OMS recommande d'agir et d'investir dans les soins de santé primaire. Avant ça, la coordinatrice ou la collègue, la doctorante, elle a bien rappelé un concept très important que l'OMS a défini depuis 1946, depuis sa constitution, c'est la santé. J'ai fait une petite intervention ce matin. Je le rappelle encore une fois, la santé, c'est pas l'absence de la maladie. La définition de la santé, c'est un état de bien-être physique, oui, certes, mais également mental et social. Et quand on dit le social, ça veut dire les déterminants de la santé. Et ça veut dire que la santé n'est pas la seule responsabilité des ministères de la santé. Mais autres acteurs institutionnels, autres acteurs de la société civile, également les ONG, d'autres acteurs sont impliqués également dans l'offre de soins de qualité à travers les déterminants de la santé. Si on parle de route, les accidents de la circulation, les retombées négatives sur la santé, certes, donc les urgences, etc. Mais la prévention des accidents, c'est un déterminant important. L'éducation,
le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur également, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est très important. Quelqu'un qui est éduqué, qui a un niveau intellectuel, qui connaît les données et les données fiables, encore une fois. C'est pas maintenant avec la technologie que nous avons. Les jeunes, ils se perdent dans les différentes données, etc. C'est data qui est pertinente et relevante. C'est la recherche, etc. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale, c'est important depuis la scolarisation. Informer, sensibiliser les jeunes étudiants et les jeunes élèves sur la promotion du mode de vie sain, quoi manger, éviter les facteurs de risque, éviter la cigarette, le tabac, donc dans tous les cas le tabac, l'alcool et d'autres facteurs de risque, éviter de tomber dans l'obésité, ainsi de suite. Tout ça, c'est de la prévention et de la promotion de la santé. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'OMS, elle insiste sur l'orientation des politiques sanitaires vers la prévention, encore une fois, et la prévention, la promotion de la santé, et bien sûr la prise en compte des déterminants sociaux de la santé. Et c'est la seule voie dans tous les cas. Aucun pays ne peut atteindre cette couverture santé universelle s'il n'investit pas davantage dans les soins de santé primaires. Encore une fois, je répète, si on attend que la population, avec le vieillissement de la population, avec la prise de l'espérance de vie, actuellement au Maroc, on est à 77 ans, d'accord ? Avec l'émergence des maladies chroniques au lieu des maladies transmissibles. Tout ça fait que ça coûte cher, les maladies chroniques. Je ne parle pas des cancers, je laisse ma collègue tout à l'heure en parler, combien ça coûte. Hein. Et également les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète et autres. Donc, si on attend que la population, on aura besoin d'énormément de fonds et on ne va jamais rétablir justement et avoir un système de financement qui est pérenne. Et c'est la raison pour laquelle on dit prévenir mieux que guérir. Hein. Ça, on le dit. Et agir en amont, c'est très important. On peut le faire, on peut réussir ceci à travers ces soins de santé primaires. Alors, j'aimerais bien encore une fois rappeler que les performances de notre système de santé marocain, c'est grâce aux soins de santé primaires. Toutes les performances actuellement, on n'en parle plus de maladies cibles de l'enfant. Vous vous rappelez autrefois, les poliomyélites, la coqueluche, il y avait de la mortalité infantile, c'était énorme. C'était aux alentours de 47 décès pour 1000 naissances vivantes, alors qu'actuellement on est descendu à 12 et on espère atteindre moins, 12 décès pour 1000 naissances pour les nouveau-nés et à 20 décès pour 1000 naissances pour les enfants. Parce que c'était des programmes de vaccination au niveau des centres de santé, avec toute la collaboration avec les autres secteurs. C'était le ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation qui a joué un rôle très important, encore une fois, dans la sensibilisation de la population. Alors, si vous permettez, cette nouvelle approche des soins de santé primaire, il parle de 3 composantes. Je les rappelle rapidement. Une composante d'offre de soins par les médecins de famille, les infirmiers, les sages-femmes, etc., qui existent au niveau ambulatoire ou des soins de santé primaire, au niveau dans un cadre de proximité de la population. On les trouve avec les écoles décentralisées dans les communes, etc. Donc, c'est là la proximité où il y a un accès géographique à la population, parfois même un accès culturel. On parle même la langue, parfois dans les zones berbères. Moi, j'étais médecin dans les années 97 jusqu'à 2000 à une zone berbère, à Al-Hawz exactement, à Talet Naqoub, là où il y avait le séisme, et c'était la langue berbère. Je connaissais pas la langue. J'ai appris cette langue pour s'adapter à la population, pour justement les sensibiliser davantage. Alors, cette offre de soins qui est de qualité, il devrait être basée essentiellement sur la prévention. Et la prévention, il y a 3 types de prévention. Il y a la prévention primaire. La prévention primaire, c'est quoi la prévention primaire? C'est d'éviter la maladie. Et donc là, c'est la promotion de l'activité physique, le mode de vie sain, manger ceci ou ne pas manger ceci. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont plus riches, ils vont être en bonne santé. Manger tous les jours de la viande, c'est pas bien. Manger à un certain âge la viande rouge, c'est pas du tout bien. Ça expose même parfois à des cancers. Et donc là, c'est choisir la nourriture à manger. Pour les bébés, c'est le lait maternel. Mieux que le lait artificiel, on le sait. Pour les enfants, ainsi de suite, et même pour les jeunes et les adolescents. Mais il y a également ce qu'on appelle la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est le dépistage des maladies. C'est de dépister précocement pour le traiter à un stade précoce, et le traitement va être parfois un seul traitement, on arrête, parfois c'est un traitement qui a de bons résultats. Et il y a ce qu'on appelle également la prévention tertiaire, c'est justement tout ce qui est réadaptation, etc. C'est une amélioration, agir encore une fois en post-op par exemple, faire de la rééducation, ainsi de suite, pour améliorer l'état de santé de la population. Le deuxième point, et donc j'ai insisté sur la prévention et la promotion de la santé, les programmes de vaccination. Le deuxième point, c'est de travailler avec les autres acteurs institutionnels, avec la société civile, sur ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la santé seule ne peut rien faire s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'éducation.
s'il n'y a pas de financement, s'il y a la pauvreté, ainsi de suite. Donc, il faut agir, encore une fois, sur ces déterminants pour améliorer les différents déterminants de la santé. Le dernier point est également très intéressant, on pourrait en continuer le débat tout à l'heure si vous voulez, pour respecter les 5 minutes, c'est l'engagement, community empowerment, c'est l'engagement et la participation communautaire. Parce que on fait avec la communauté, on développe le système de santé avec la communauté, on le fait pour la communauté. Et même la relation médecin ou infirmier-patient, il doit être une relation égal à égal. On discute l'ordonnance, on discute ce qu'il doit prendre, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit éviter. On explique l'ordonnance, on discute s'il est d'accord ou pas d'accord. Donc, vous voyez, la participation de la communauté à se prendre en charge, à être un moteur et un dynamique également dans la prévention pour suivre un mode de vie sain, elle est également très importante, chose que le ministère, dans tous les cas, quand j'étais auparavant, j'étais responsable au sein du ministère de la Santé, on a essayé de faire pas mal de choses, d'investir dans les relais communautaires, etc. Mais il faut faire davantage d'efforts pour que le citoyen et la communauté soient un partenaire égal dans le développement des politiques de santé, pour qu'ils soient conscients et comprennent un petit peu le rôle et l'importance de la prévention et de la promotion de la santé dans l'amélioration du bien-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci d'avoir insisté sur 3 points qui sont essentiels. D'abord, donc, le rôle important de l'investissement dans les soins de santé primaire. Deuxièmement, donc, l'importance d'agir sur les déterminants de la santé et le rôle crucial de l'engagement et de la participation communautaire comme moteur important et crucial dans la prévention. Et là, je passerai à Madame docteur Fatima Mazouzi, qui est chef de division recours et expertise à la direction des affaires médicales de la CNSS. Et là, donc, on revient un peu sur, bien sûr, on parle aujourd'hui du rôle joué par la CNSS dans la réussite de cette réforme de généralisation de la protection sociale, notamment à travers cette dimension de prévention. Quelles sont aujourd'hui les stratégies mises en place par la CNSS en termes de prévention? Donc, la parole est à vous. Merci. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis convaincue que cette rencontre sera enrichissante pour nous tous. Alors, la stratégie de prévention de la CNSS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est alignée à la politique sanitaire de l'État. C'est une stratégie donc qui suit les recommandations des différents programmes de prévention nationaux. Alors, cette stratégie a pour objectif, les principaux objectifs, c'est d'éviter la survenue de nouveaux cas, c'est-à-dire de nouveaux malades, et c'est ce qu'a bien expliqué Dr Hachri, c'est la prévention primaire. Elle a également comme objectif de dépister précocement certaines maladies qui, lorsqu'elles sont dépistées précocement, sont bien traitées ou bien rapidement traitées avec des coûts minimes. Je vais vous donner un petit exemple. C'est le cas, par exemple, du cancer du sein. Un cancer du sein dépisté à un stade très précoce, c'est ce qu'on appelle carcinome in situ. Alors, il est traité juste par la chirurgie et donc guéri dans près de 90% des cas. Et donc, le troisième objectif de la stratégie de la CNSS en matière de prévention, c'est pour les sujets qui sont déjà malades, c'est éviter les complications lourdes et onéreuses. Et c'est la prévention tertiaire, comme l'a déjà expliqué Dr Hachri. On peut vous donner par la suite d'autres exemples plus pratiques si vous êtes intéressé de ces 3 types de prévention. Alors, quels sont les outils mis en place par la CNSS pour atteindre ces objectifs? D'abord, c'est à travers la publication de carousels. C'est une publication hebdomadaire de visuels sur les réseaux sociaux de la CNSS. Ce sont des visuels d'information, de sensibilisation et d'éducation. Aussi la publication de certaines capsule vidéo de 1 minute qui s'appelle Daqiqa li Tawiya au niveau des réseaux sociaux, la page de la CNSS. La CNSS sponsorise un talk show diffusé sur la chaîne 2M qui s'appelle Les Experts. Donc c'est un talk show hebdomadaire, et elle sponsorise également à la chaîne Shada
FM, une émission radio qui s'appelle Le Féminin, du lundi au jeudi. Alors, cette prévention, elle est axée notamment sur les ALD. Ce sont les affections de longue durée qui sont très budgétivores. Il faut savoir que 11% de nos assurés sont porteurs, 11% des bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire sont des porteurs d'ALD. Et ces 11% à eux seuls consomment 60% du budget de l'assurance maladie obligatoire, c'est énorme. Pour les perspectives de la CNSS en matière de prévention, on prévoit le financement de certains programmes de dépistage. Ce seront des programmes qui seront destinés à des assurés cibles. Et donc, ces programmes seront réalisés en collaboration avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires publics et privés. Auparavant, on ne pouvait pas financer ces programmes parce qu'il y avait un frein juridique. On a demandé l'amendement de certains articles de la loi 6500 et l'article vient d'être amendé et publié au bulletin officiel le 29 janvier 2026. Donc, prochainement, on va commencer ces programmes de dépistage ciblés. Donc, la stratégie de la CNSS en matière de prévention est une concrétisation du rôle, du changement du rôle de la CNSS d'un simple payeur à un acteur central de santé au Maroc. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclairages et pour nous rappeler aussi les trois types de prévention, à savoir la prévention primaire, le dépistage précoce des maladies un peu coûteux qui sont coûteuses au niveau du budget de la CNSS et aussi par rapport à la prévention tertiaire et pour éviter la complication des cas. Et ce sont des stratégies qui sont importantes et c'est bien de voir aujourd'hui la CNSS travailler sur ces dimensions. Maintenant, donc, j'aimerais bien retourner à Monsieur Zouhir Mazi, président fondateur de l'Association marocaine de la promotion de la santé. J'aimerais bien savoir, à votre avis, quel est le rôle de la société civile aujourd'hui en matière de prévention? Et je sais que vous avez modéré un atelier pendant 1h30. J'espère que cette fois-ci, nous faire une intervention en 5 minutes et respecter le temps. Merci beaucoup. La parole est à vous. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, créée le 13 octobre 2024, l'Association marocaine de la promotion de la santé essaye de se positionner comme un acteur de la société civile clé en matière d'éducation pour la santé, de prévention et de promotion pour la promotion de la santé. Nous essayons d'agir ensemble pour un Maroc sain, équitable et durable. Notre première initiative appelée Mentali, c'est une initiative qui veut promouvoir la santé mentale et le bien-être dans le milieu scolaire. Nous essayons de faire de la sensibilisation à travers des caravanes. On essaye de rassembler tout le monde et de les convaincre que la santé mentale, c'est important pour la réussite scolaire, pour la réussite socio-professionnelle et aussi pour leur bien-être et que c'est la responsabilité de tout le monde. En deuxième temps, nous essayons de redynamiser les cellules d'écoute afin de donner l'opportunité aux petits soucis psychiques pour trouver une opportunité de parler, d'essayer de trouver une solution. Et en troisième temps, d'orienter les cas plus difficiles vers un spécialiste. Pour finir avec l'accompagnement des clubs de santé dans une perspective d'autonomisation de l'école pour pousser les élèves, les étudiants et tous les intervenants en milieu scolaire d'initier des initiatives à base communautaire. C'est une perspective d'autonomisation. Nous avons aussi faire des initiatives pour encourager l'activité physique. Donc, nous faisons souvent des visites à la forêt El Haouziya ou bien à la Corniche pour essayer
de pousser les gens à bouger, parce que c'est bien pour leur santé. Et en même temps, nous essayons de faire un plaidoyer pour une ville santé, un urbanisme favorable à la santé, par la création, par exemple, des pistes cyclables pour encourager les gens à adopter ce comportement. Aussi, nous faisons de la formation en domaine de compétences psychosociales. C'est un peu une spécialité d'éducation pour la promotion de la santé. Donc, j'ai cité des exemples des actions de prévention et de promotion à la santé qui se fassent à 200 mètres d'ici. Donc, vous êtes tous invités à nous rejoindre. Donc, nous sommes une plateforme d'initiative. Vous êtes tous les bienvenus. Dans notre première année, nous avons un budget de 113 المهم انتم عارفين ما شريناش حبه ديال الدواء واخا nous sommes une association de santé. علاش parce que nous sommes convaincus que tout ce qui est prévention, les actions de prévention et les actions de promotion, ce sont des actions efficaces, efficientes, et surtout c'est une stratégie gagnante pour lutter contre les inégalités sociales en matière de santé. Donc le curatif, ça sera toujours là, mais il faut toujours penser au côté préventif et promotionnel. Je vous invite aussi à être des défenseurs du droit à la santé et de placer la prévention et la promotion de la santé dans l'avant-garde des demandes sociales, parce que c'est important, parce qu'on a toujours une tendance à demander des hôpitaux c'est important, mais parfois ce n'est pas efficient. Voilà. J'aimerais aussi partager avec vous quelques idées en matière de prévention et d'autonomisation. Notre Bible de l'association, c'est la Charte d'Ottawa. C'est un mouvement mondial qui veut lutter contre les inégalités sociales en domaine de santé par le renforcement de l'action communautaire, par l'acquisition d'aptitudes individuelles, surtout les compétences psychosociales. C'est à peu près les soft skills. Nous avons ici à Egelida, nous avons formé un réseau de formateurs en soft skills. Donc, c'est une opportunité à saisir. C'est gratuit. Et par aussi d'autres axes. Nous pensons que le rôle de la société civile, oui, c'est prodiguer des services, mais aussi de faire du plaidoyer plaidoyer en faveur des politiques publiques plus saines et tout ça. Soit au niveau de la vie, soit au niveau national. Voilà. Généralement, la question de la prévention, c'est une question de quoi, pourquoi et comment. Et souvent, on oublie pour qui et avec qui. Je pense aussi que la prévention peut se faire par les gens, pour les gens, en faveur des gens. Donc, nous pouvons aussi initier des initiatives de prévention. Il faut aussi penser à démécaniser la prévention. Monsieur le docteur Charlie peut me corriger. La prévention aussi, c'est une action collective gagnante pour réduire les inégalités sociales en domaine de santé, parce que, comme on l'a déjà dit dans le symposium international, parfois, votre code postal est plus déterminant en matière de santé plus que votre code génétique. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il y a des inégalités évitables par des initiatives de promotion, de prévention et d'éducation à la santé. Pour finir, donc, quelle participation de la société civile en matière de santé, surtout en matière de prévention. Donc,
ce qu'on voit actuellement, c'est que il y a la participation de société civile. Parfois c'est décoratif, parfois c'est serviciel. Donc, parfois ça sert juste à remplir les listes de présence. Parfois on essaye de rendre service demandé. Mais je pense qu'une vraie participation communautaire en domaine de santé doit refléter les vrais besoins des individus et des communautés. Et les gens doivent être consultés et autonomisés pour qu'ils puissent eux-mêmes créer des initiatives en matière de promotion et de santé civile. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Si vous pouvez finir. Donc, je vais finir puisqu'on parle de l'économie de la santé avec la citation suivante. La santé a un coût, mais elle n'a pas de prix. Merci. Merci beaucoup pour cette note de fin qui est excellente et ça fait une bonne transition pour professeur Dounia Rahbi, qui est vice-doyenne chargée de la recherche scientifique et de la coopération et directrice du laboratoire Large, je ne sais pas comment, si ça... Largesse. Et merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis côté académique, de cette prévention? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'est-ce qui bloque la recherche ou bien la question des données, l'accès. Mais je vous laisse, je vous donne votre parole et la parole est à vous et merci beaucoup. Merci. Donc tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre et notamment le Policy Center, la Banque mondiale et le PNUD et aussi les représentants de l'OMS et de la CNSS. Merci. Donc, quand vous dites les initiatives sur le plan académique et aussi ce qui bloque, donc sur le plan académique, je peux dire que quand on parle de la prévention, il faut investir dans l'éducation et la sensibilisation. Et peut-être depuis l'école, c'est-à-dire depuis le jeune âge et même au sein des universités. Donc, je peux citer l'initiative de la semaine de santé universitaire qui est organisée chaque année avec l'ONUSC. Et donc, c'est l'occasion où nous réunissons des experts, des coachs qui viennent pour animer des ateliers de sensibilisation pour les étudiants et également des fois même côté dépistage, vaccination. Donc tout ça, bien sûr, une semaine c'est pas suffisant, mais au moins on a un rituel qui s'instaure pour sensibiliser les étudiants et également pour l'éducation sanitaire. Et là, on peut préconiser la mise en place de campagnes nationales qui sont adaptées aux réalités culturelles et linguistiques. Des fois, on doit s'adapter aux cultures des disparités, voilà, au niveau national. Voilà, et introduire l'éducation sanitaire dès l'école, dès le jeune âge. Un deuxième point, et quand vous dites aussi pour la recherche, parce que je saisis l'occasion, on a un travail doctoral qui porte sur la prévention de l'épuisement professionnel des travailleurs sociaux. Et donc, c'est une thèse qui est en co-tutelle de Zine Belmeni. On a eu pas mal de résultats et on a fait une comparaison France-Maroc. Donc, pour le côté français, on a bouclé, mais pour le côté marocain, vraiment, on a un problème. À chaque fois, on a des promesses pour tenir des entretiens. Donc là, j'ai quelques résultats, mais pour signaler, vraiment, on a des problèmes pour accéder à l'information, pour avoir des résultats. Voilà. Donc, je vais mettre le point sur la prévention comme action sociale. C'est-à-dire, la prévention, c'est pas seulement médical, mais c'est aussi social et communautaire. Et là, je m'intéresse plus au rôle du travailleur social comme acteur de la prévention. On sait bien qu'en 2021, il y a eu la réglementation du travail social et aussi on s'intéresse de plus en plus à cette profession. Donc, comment il peut intervenir? On a, par exemple, dans les soins de santé primaire,
Donc le travailleur social, il peut contribuer à anticiper les risques et de réduire les inégalités, parce que quand il joue le rôle intermédiaire entre les institutions, les citoyens. Donc quand il descend sur le terrain, il parle, il explique, il faut pas faire ça, il faut. Donc là, on a une prévention au risque pour ne pas tomber dans des maladies. Le travailleur social aussi, il agit sur les déterminants sociaux de la santé, ce que vous avez cité, par exemple la pauvreté, l'isolement, les conditions de vie qui sont à l'origine de maladies. Donc si on arrive à sensibiliser, on va éviter ces maladies. En intervenant en amont, il réduit les risques de complications et de recours coûteux aux soins curatifs. Et donc, au lieu d'être dans les soins curatifs, on sera dans les soins préventifs. Et il y a aussi son rôle en tant qu'accompagnateur et médiateur. Donc, on dit c'est un assistant, c'est un éducateur, c'est un médiateur. Donc, il facilite l'accès aux services de santé préventifs à travers la vaccination, dépistage, suivi nutritionnel, etc. Il joue le rôle de médiateur entre les institutions et les citoyens, et donc il renforce la confiance et l'adhésion au parcours de prévention. On a aussi donc le fait d'organiser des ateliers de l'hygiène, la nutrition, la santé mentale, la parentalité, etc. Il peut traduire aussi des messages, comme j'ai dit tout à l'heure, adaptés aux cultures. Et il peut aussi adopter un langage qui est accessible à tout le monde. On a le repérage précoce des vulnérabilités aussi, le fait d'identifier des familles qui sont à risque, la précarité, les violences, les addictions, donc tout ça, si on sensibilise pour ne pas tomber dans l'addiction, l'idman, là aussi, on va éviter les maladies graves qui viennent après. Voilà, donc orientation rapide vers des services de soutien aussi, le fait qu'il joue le rôle intermédiaire, donc il peut vous orienter vers les services de soutien avant que les problèmes ne s'aggravent. Donc ça aussi, ça va réduire les coûts de prise en charge post-maladie. Alors, prévention. Donc, pour clôturer, donc on a l'État marocain, il valorise le travail social à travers, premièrement, l'institutionnalisation. Donc, c'est la loi 45-18 qui est rentrée en vigueur en 2021, qui renforce leur légitimité en tant qu'acteurs de prévention. On a à travers cette loi, donc il y a la prévention sociale et sanitaire, des missions qui sont définies comme l'accompagnement, la médiation, le soutien social. Parce que là également, on est en train de professionnaliser également avec une classification des métiers. C'est-à-dire d'abord le diplôme de travailleur social avec une classification ou une nomenclature. Pour les handicapés, pour l'enfance, etc. Il y a plus de structuration dans le domaine. Réduction des inégalités, donc en ciblant les populations vulnérables, les travailleurs sociaux, ils contribuent à une prévention équitable qui limite les hospitalisations évitables et qui réduit les coûts. On a aussi une complémentarité avec le système de santé. Donc, parce que la loi, elle positionne le travail social comme un pilier de développement humain en synergie avec les politiques de santé publique. Quand on parle de la prévention, c'est-à-dire il faut pas parler uniquement des usagers, parce que l'étude qu'on est en train de mener, c'est également les risques psychosociaux des travailleurs sociaux. Parce qu'on a constaté, d'après des entretiens, que le travailleur social, il souffre en cachette, en douceur. Il est en burn-out, mais il continue parce qu'il a une implication émotionnelle. Parce que quand on est avec des usagers vulnérables, des personnes en difficulté, des handicapés, il n'y a pas que l'implication calculée. C'est pas uniquement pour avoir un revenu, mais il y a aussi l'implication normative et émotionnelle. On est attaché et on sent qu'on fait du bien. Parce que vous êtes salarié. Donc, il y a ce côté aussi. Voilà, je recommande la prévention pour le travail social. Là, je vais boucler avec des verbatims, des citations
Alors, rapidement, voilà. Donc, des travailleurs sociaux, en répondant à l'enquête, ils disent prendre soin de moi pour que je prenne soin des autres. Donc, parce que si je suis bien dans ma peau, parce que comme l'a défini l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle de la santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Donc là, s'il est bien mentalement, il va assurer cette prévention. Favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. J'aurais aimé avoir des moments d'échange avec mes supérieurs. Donc là, il y a aussi le soutien organisationnel qui est important. Je trouve que l'environnement de travail fait toute la différence. Un peu de liberté et de confiance. Ceci revient à deux facteurs. Le premier est lié à la personne elle-même. Elle doit travailler sur elle-même à travers la médiation, thérapie, développement personnel. Plus d'appui et de reconnaissance vis-à-vis des efforts déployés, consulter un psychologue de temps en temps, etc. Le climat sain, bon, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclairages et pour avoir insisté sur le rôle de l'éducation et de la sensibilisation. J'ai beaucoup apprécié la semaine que vous organisez chaque année et je pense que si on fait ça au niveau national, ça peut être bien une implication de toutes les universités. Je sais pas. Ça se fait pour toutes les universités. Donc, c'est un programme excellent. Donc, je savais pas, donc que j'ignorais. Et c'est un programme qui est intéressant. Et merci d'avoir beaucoup insisté sur les rôles des travailleurs sociaux comme accompagnateurs, médiateurs, mais là aussi qui ont besoin aussi de soutien et qu'on prenne aussi soin d'eux sur le plan mental, psychologique, pour qu'ils puissent bien assurer leur fonction qui est primordiale et cruciale. Et là, j'ouvre le débat avec Shabab Diana. N'hésitez pas, solo بالعربية بالدارجة بأي لغة تقدروا ديروا كومنتير. لا الشباب اكيد هذه الشباب انتم شباب كلنا شباب اللي هنايا راه شباب كلشي شباب هنا شباب في العقل. Donc j'ouvre le débat, donc je prendrai des questions bien sûr. شبابا إناثا وذكورا. On va grouper 4 questions. Et puis, la fille est loin. Ah, voilà. Bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation de cette initiative. Merci à tout le corps professoral, à la tête Monsieur le doyen, nos chers invités, Madame Rabhi, notre professeur. Ma question va direct à Monsieur Hafid Hachri, Monsieur le représentant de l'OMS. Vous avez parlé du rôle de santé des centres de santé, dont la mission principale c'est de rapprocher les services sanitaires aux citoyens et plus exactement à la population du quartier. Oui. Donc, quand on se présente dans ces centres de santé, on ne trouve même pas le moindre service. Le moindre service sanitaire. Par exemple, moi personnellement, quand je me suis présentée pour le vaccin de mon bébé de 12 mois au centre de Sidi Bouzid, ils m'ont dit qu'il y a une pénurie de vaccins de 12 mois. Et la solution, c'est de passer au vaccin de 18 mois.
parce qu'il y a une pénurie. Heureusement, j'ai la possibilité de faire ce vaccin au secteur privé, mais ils m'ont dit qu'il n'y a pas une solution pour les personnes qui n'ont pas rentré au système dès le début de premier âge, dès la naissance du bébé. Merci pour votre contribution, merci pour l'organisation. Merci beaucoup. On va assurer un équilibre. On va assurer un équilibre intergénérationnel et aussi homme-femme. Donc, je parle de vous. S'il vous plaît, si vous pouvez être bref, comme ça on peut grouper plusieurs questions. Directement la question. Salam alaikum. شاب فوزي بوسدرا كنقري تندرس استاذ ديال الاقتصاد ولا اقتصد شيئا. Vous savez, parmi les définitions de base qu'on essaie de véhiculer dès la première année, et je parle sous le contrôle des spécialistes de sciences économiques, c'est que l'économie, c'est la gestion des ressources rares face à des besoins illimités. Et bien sûr, oikosnomos veut dire la gestion, les lois de la maison. Donc là, pourquoi je parle de ça? Parce que le domaine de la santé est un domaine très très vaste. Il fait appel à plusieurs champs, que ça soit la biologie, que ça soit la médecine, que ça soit... Donc on a besoin de dépistage, de vaccination, tout ça, c'est des termes qui nous concernent tous. Mais aussi on a besoin d'économie, de la gestion, du management. Donc je ne sais pas, ma question, elle est très simple. Quelle est la place, en quelque sorte, pour pouvoir gérer les 130 000 dirhams, etc., pour pouvoir gérer tout ça? On a, et Monsieur le Doyen, je remercie parce qu'il a bien évoqué un point très important, c'est un dirham investi, on doit absolument calculer son impact, etc., sur le plan économique, pour une meilleure gestion. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de lean management, donc la gestion du gaspillage, etc. Donc, quelle est la place de ce management, de cette économie qui a été évoquée par Monsieur le Doyen, dans ce monde qui est tumultueux, qui est constamment en évolution? Voilà, c'est ça ma question. Et merci beaucoup d'avoir réuni ce bon monde, c'est pas facile. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prendra 2 questions. Voilà, la fille, là, non, toi. Une parité homme-femme et intergénérationnelle. Autre génération. Ouais. Bonjour. Déjà, merci aux organisateurs et aux intervenants pour ce débat riche. Alors, plutôt, j'ai pas une question, mais un partage. Alors, on sait que chaque individu fait face à plusieurs risques sanitaires, soit biologiques, on parle de tout ce qui est infection, maladie, etc., comportemental, tabagisme, sédentarité, alimentation déséquilibrée ou socio-économique en termes de pauvreté. Et donc, la prévention trouve sa place dans ce système de gestion sanitaire. Mais lorsqu'on parle de prévention, c'est pas uniquement le dépistage précoce et tout en offrant cette offre de soins, mais également on parle de la sensibilisation. Ma question, c'est pas une question, mais c'est pas une question, mais c'est un partage. La sensibilisation, on parle plus aujourd'hui d'une sensibilisation classique, mais d'une sensibilisation basée sur les approches comportementales. Donc, pour toute problématique, nous devons déjà définir et identifier l'ensemble des barrières qui freinent la personne à accéder à cette offre de soins qui peut être accessible. Et donc, quelle est la place de ces approches comportementales dans ce processus de sensibilisation et de prévention? Merci beaucoup. D'ailleurs, Salam alaikum, l'Oustad Rachid Mila, enseignant-chercheur biologiste. Donc, tout d'abord, félicitations pour l'organisation de ce workshop qui a un thème vraiment d'actualité. Je suis un enseignant-chercheur qui a déjà un pied à la retraite. Donc, je vais parler avec un regard de rétrospective. Je vais focaliser sur la santé, sur l'aspect mental dans le milieu universitaire, si vous permettez. Le stress mental, c'est quelque chose qui est récurrent, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des responsables, que ce soit au niveau des étudiants. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place ou à mettre en place pour vraiment gérer, accompagner ces malades, ce type de malades? Merci. Merci beaucoup. On prendra une dernière question et je reviens pour le deuxième tour. Pour les jeunes, ouais. Hein? Intergénérationnel, ouais.
Bonjour monsieur. En tant que personnel au sein de CHU Casablanca, j'ai une question. Bonjour monsieur. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Hafid. Bonjour. En tant que personnel au sein de CHU Casablanca, j'ai une question monsieur. Lorsque j'étais affecté au CHU Casablanca, notamment au service des urgences, j'ai constaté une pique par rapport aux autres hôpitaux. Service des urgences chez nous au CHU, c'est vraiment une pique. J'ai une question, monsieur. Est-ce que l'arrivée de la GST, ça va un peu partager la population? Par exemple, chacun va... la destination de chacun va être destinée à sa zone. Est-ce que ça va répartir là? Donc, je pense qu'on prendra ce lot de questions, de 5 questions, et on répond, et on prendra un nouveau lot. Donc, peut-être commencer par vous, Dr Haji Hafid. Vous avez eu plusieurs questions, et on fera un tour de table pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup pour l'intérêt. Il y a des questions, des questions en rapport avec justement la thématique du débat, la prévention et la promotion de la santé, des questions qui sont collatérales mais sont très importantes. La question de l'économie de la santé, très pertinente d'ailleurs, l'OMS, s'il donne, je vais en revenir tout à l'heure, mais il y a des questions, d'autres questions peut-être, je dirais, d'ordre organisationnel, politique, système santé. Je ne représente pas le ministère de la Santé ici, je représente l'OMS, mais quand même, vu mon expérience, j'étais responsable au sein du ministère de la Santé à la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires, comme chef de division, et j'étais enseignant-chercheur à l'École nationale de santé publique, donc je peux répondre et dire mon point de vue. Casquette Hafed, pas casquette ministère de la Santé. Pour la question de notre collègue centre de santé, on a 3142 centres de santé au Maroc. Le centre de santé Azmour, je ne sais pas lequel, il ne représente pas, il n'est pas représentatif, mais c'est une réalité. J'ai travaillé également dans les centres de santé. Parfois, c'est une question managériale, de gestion, c'est-à-dire que les responsables médecins et infirmiers chefs de ce centre de santé, parfois, ils n'ont pas les capacités de gestion, donc ils ont des médicaments parfois périmés ou des vaccins qui sont périmés, etc. Là, c'est une autre question de management interne au centre de santé. C'est pas en rapport avec le ministère de la Santé. Parfois, c'est une question, effectivement, de disponibilité de vaccins au niveau global, mondial. Parfois, au Maroc. Parfois, pour des raisons parce qu'on importe également des médicaments. On n'est pas en matière de souveraineté. C'est vrai que on produit presque 70% des besoins en interne au Maroc pour les Marocains, mais il y a des médicaments qu'on importe, des vaccins, etc. qu'on importe. Donc, ça, c'est un cas particulier. Personne qui n'existe dans les centres de santé, c'est la pénurie que le système de santé connaît actuellement. L'OMS parle d'un ratio 4,5 aux 45 professionnels de la santé, entre médecins, infirmiers et sages-femmes, pour 10 000 habitants, aux 4,5 pour 1000 habitants. D'accord? Le Maroc, il est à 1,9 pour 1000 habitants. Il n'atteint même pas le seuil critique qui est de 23, qui est dédié depuis des années, l'OMS recommande aux États membres, mais on est dans une situation, on a une pénurie. Il y a certaines zones où vous trouverez maintenant peut-être le médecin seul dans un dispensaire ou un centre de santé, ou plutôt un infirmier, il n'y a pas de médecin, etc. Donc il y a pas mal, et on voit dernièrement, moi, dans tous les cas j'ai vu ça, après ma sortie du ministère, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis à l'OMS, 12 ans, c'est pas 2. Il y a une fuite des gestionnaires. On voit des appels à candidature pour le directeur de l'hôpital Azmour, Jidida, CHR, etc. Personne ne veut comme médecin, parce que généralement c'était des médecins. Mais maintenant, il y a même des infirmiers qu'on responsabilise parce qu'il y a tout un problème dans cette responsabilité, parce que les gens ne sont pas bien formés pour assumer cette fonction de management, etc. Mais on ne peut pas, dans tous les cas, ma réponse par rapport à ça, on ne peut pas généraliser. Si c'est un vaccin on ne trouve pas au Maroc, c'est une question de pénurie, donc c'est une question de ministère. Il doit normalement éviter la rupture. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Agadir l'année précédente par rapport aux épidémies de rougeole. Vous êtes au courant. Et vous savez que le meilleur ou le programme le plus pertinent au Maroc, c'est celui du vaccination, l'immunisation des enfants et des femmes. Les enfants, c'est grâce à ce programme que nous avons pu éliminer toute la mortalité à cause des maladies cibles de l'enfant, la coqueluche, la poliomyélite, d'accord, toutes les maladies que nous avons, c'est grâce à ce programme. Et il est en plus équitable. Sur le plan équité,
le pourcentage de couverture qu'on a en rural, plein rural, c'est le même en urbain. Donc c'est un programme, quand il y avait un relâchement, un petit relâchement, donc on a vu, donc on peut demain, je fous la poliomyélite, je fous avec les maladies cibles qu'on ne voyait plus, et vous voyez ce que je veux dire. Donc l'intérêt, encore une fois, l'importance de la sensibilisation de la communauté, et ça c'était pour moi, personnellement, c'était pour deux raisons. Une raison qui était sociale, une raison de discussion du statut des personnels infirmiers, etc. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire un relâchement. Mais de l'autre côté, l'impact négatif de la Covid et du vaccin de Covid. Parce que la stratégie qui a été développée, moi je le dis, et j'assume ce que je dis, il y avait une bonne stratégie de communication au début, puis après, on a tout arrêté, on ne savait plus rien. Certainement, on parlait de 2 doses, 3 doses, 4 doses, on est à 5e, etc. On a tout arrêté. Et moi, je pense que ça, il y avait pas mal de ce qu'on appelle l'infodémie. L'infodémie, c'est les fausses rumeurs, etc. C'est l'information qui circule, qui n'est pas juste. D'ailleurs, maintenant, avec les réseaux, vous pouvez trouver toutes sortes d'informations qui sont erronées. On dit, les gens, ils croient à ces informations. C'est un cas particulier de centre de santé, mais généralement, ils font un travail excellent, de proximité. Et vous avez bien dit. Le deuxième point que j'aimerais dire, c'est que sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, la question de la couverture santé universelle, tout le monde aura, d'ici 2030, dans tous les cas, toute la population. On est déjà apparemment à 88%. Donc le secteur informel, le secteur privé autrefois, même le secteur informel, ça posait un grand problème maintenant. Ils sont en train de voir quels sont les critères et les facteurs pour encourager les gens à adhérer à cette couverture. Mais d'ici demain, si je ne trouve pas dans le public, je l'aurai dans le privé. C'est la même chose. Public ou privé, c'est la même chose. Si j'ai une couverture santé universelle, il y a le Ramed qui maintenant s'appelle la Motsadamon. Et donc les gens, tu peux partir dans le privé, recevoir la prestation, être remboursé. C'est ce qu'a dit notre collègue tout de suite par rapport à la CNSS. On a même une question très importante que l'OMS défendait depuis longtemps, c'est l'intégration des caisses. Maintenant, on n'aurait que la CNSS parce qu'autrefois, il y avait des remboursements, des taux de remboursement différents, des paquets différents, etc. Maintenant, on aura un paquet de couverture santé universelle essentiel pour toute la population marocaine, qu'elle soit riche ou pauvre, c'est la même chose. La place de l'économie, merci beaucoup pour la question, c'est très important. Je pense que nous, dans tous les cas, l'OMS et même au sein du ministère de la Santé, quand j'étais enseignant-chercheur, il y a tout un master, il y a de la formation de base, il y a de la formation continue, il y a des masters en économie de la santé pour les médecins, pour les administrateurs également. Et c'est très important parce que si on ne comprend pas, on dit, un petit exemple, j'ai oublié de le dire aux collègues ce matin, je dis l'exemple le plus simple, on a 5000 dirhams et on a un traitement pour une angine. Actuellement, dans le privé, si tu prends un traitement généralement, tu trouves une association amoxicilline, acide clavulanique, augmentin, ou aclave, ou clavulin, les noms commerciaux, qui coûte un traitement complet de 10 jours, qui coûte 200 dirhams. Et vous avez de l'autre côté un traitement de la même angine. Moi, quand il y avait, vous vous rappelez de l'extensiline, 0,4, 0,6 et 1 200 000, qui coûte 20 dirhams. Avec une efficacité pour l'augmentin, je dirais 90%. Une efficacité pour l'autre molécule à 70%. Donc, est-ce que pour les 1000 dirhams, je donne les 1000 dirhams, est-ce que je traite par exemple à 200 dirhams 5 personnes et je rate 10% parce que j'ai une efficacité de 90, donc je traite avec 1000 dirhams 5 personnes et je rate peut-être une personne sur les 5, donc je guéris 4 et je rate 1, ou traiter avec les 1000 dirhams 100 et rater 30. C'est une question de calcul économique, de coût d'efficacité, de coût efficience, coût opportunité, etc. Et c'est des concepts que si on n'est pas bien formé, on ne va pas y penser. On va dire, on va taper fort, on va gagner à 100, même si c'est le traitement 1 à 100%. Donc tu traites que 5 personnes. Alors que l'autre, tu vas traiter 70% et tu rates les 30, tu vas passer à le deuxième scénario de voir comment je peux pallier peut-être une résistance, etc. Comment je peux passer à un deuxième. Donc cette économie de la santé, elle est au cœur du développement des systèmes de santé. Quand vous avez quelqu'un d'économiste avec vous, vous êtes rassuré. Et c'est la réalité. Et l'économie de la santé, on l'utilise dans toutes les évaluations, dans la recherche évaluative. Vous faites l'évaluation des politiques publiques, mais le volet dimension économique, financement, il est très important. Si on n'évalue pas, on va rater.
Et donc, votre évaluation, il serait pas au complet. Donc, ça a coûté comme, ça a été une réussite, mais à quel coût? Et donc, choisir les scénarios efficaces, c'est ce qu'a dit tout à l'heure également notre collègue. Il faut renforcer davantage. Il y a des cours, je pense qu'il y a même également des cours aux universités, aux facultés, à Rabat, à Kenitra. Moi, je connais pas mal d'universités avec lesquelles on collabore. Il y a pas mal d'économistes qui viennent chez nous. On travaille ensemble, on identifie des projets de recherche et c'est excellent. Oui, la prévention, pas uniquement dépistage précoce. Oui, on a parlé des 3 types de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Mais actuellement, on parle de health literacy. Health literacy. En anglais, en français, la littération, c'est-à-dire que pas uniquement être sensibilisé, mais comprendre et agir et changer le comportement. Et donc aller plus loin, être sensibilisé. Vous savez, les études CAP, il y a les connaissances. On connaît, il y a les attitudes et les pratiques. Il y a une grande différence entre les connaissances et les pratiques. On sait que la cigarette, elle tue. On sait, c'est un facteur de risque. Et on fume. Donc, il y a tout un changement, un gap, un changement d'attitude, de comportement, de culture. Et c'est la raison pour laquelle moi, à chaque fois, dans mes recherches, quand j'étais enseignant, dans tous les cas, on invitait beaucoup la sociologie de la santé, les sociologues, parce qu'on ne comprenait pas des phénomènes. On ne comprenait pas. À un certain moment, on avait la ministre en 2010, 2008, la ministre Beddo avait mis en place la politique de la gratuité pour les accouchements, même par césarienne, dans l'hôpital public, pas dans le privé, bien sûr. Et certaines femmes toujours accouchées à domicile, particulièrement dans la région de Stade, je me rappelle. Et on ne comprenait pas pourquoi les gens... Et donc, il faut aller fuir et comprendre. Si tu veux mettre en place des mesures, il faut avoir des données. Vous avez parlé, professeur, des données, sont très importantes. D'ailleurs, l'OMS parle d'une approche qui s'appelle DDD, Data, Dialogue, Decision. Tu ne peux pas prendre des décisions politiques ou stratégiques si tu n'as pas des données fiables et si tu n'as pas fait participer tous les acteurs autour impliqués et qui sont concernés. Donc, les sociologues, la sociologie de la santé, elle est importante également pour comprendre les phénomènes, certains phénomènes complexes. Ce médecin seul, c'est pas suffisant. Chercheurs, et encore une fois, donc tous ensemble, on pourrait identifier qu'est-ce qui fait que des communautés peuvent changer des comportements. Mais il faut impliquer encore une fois la communauté elle-même. Maintenant, il y a un projet sur lequel on travaille pour la santé sexuelle et reproductive, les self-care. Les self-care, c'est-à-dire que la femme peut faire le test de grossesse elle-même. Elle peut faire l'auto-injection, des méthodes de planification familiale. Elle peut s'injecter elle-même. Et il y a des guides, etc. On leur apprend comment faire tout ça. Et c'est bien d'être impliqué, bien sûr, avec les guidances des professionnels de la santé. Le dernier point, la santé mentale. Effectivement, on est tous impactés. Il y avait une étude, je pense, il y avait peut-être 10 ans. Si vous pouvez répondre très brièvement, comme ça, on laisse... Je cède la parole à nos collègues. Peut-être rapidement, si vous voulez réagir par rapport aux questions. Sinon, on prendra à nouveau un second round de questions. Second round. Second round. Alors, Salam alaikum, c'est Marwan Ikea, professeur d'économie ici à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Jalida. Premièrement, je tiens à remercier le trio, la Banque mondiale, le PNUD et le Policy Center pour l'organisation de cette initiative Parlons Développement qui permet bien sûr de nourrir le débat sur des questions de développement. Et sans oublier bien sûr les invités ainsi que Monsieur le doyen et Madame la vice-doyen qui ont veillé sur l'organisation de cette rencontre. Donc, je vais juste partir du point qui a été abordé par Monsieur Hafid, qui a dit que la santé aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité seulement du ministère de la Santé, parce que je pense qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on vit un ciblage qui est fragmenté des politiques publiques, que ce soit dans le domaine de la santé ou bien dans l'éducation, parce que dans la santé, on fait beaucoup d'efforts pour faire augmenter la demande des soins, que ce soit à travers la généralisation de la couverture médicale et ainsi de suite, mais côté de l'offre, le rythme est un peu lent, d'accord ? Donc, et ça pose un problème.
Et surtout quand on regarde également l'indice de la densité médicale, qui est bien sûr loin. Vous pouvez passer directement à la question, comme ça on peut prendre 3 autres questions. La question, c'est que comment peut-on bien sûr faire des politiques qui sont territoriales en vue bien sûr de réduire les inégalités d'accès aux soins, que ce soit en termes bien sûr de la demande et de l'offre. Merci. Merci beaucoup. La jeune fille, là-bas. Là-bas. Je pense 6e rangée. Elle porte le noir. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous pouvez pas. Active. Ça ne fonctionne pas. Il y a un problème, c'est possible. Bonjour, merci aux membres de l'organisation pour cette initiative et merci aussi pour l'organisation de cet événement. Ma question, c'est dans le contexte de ressources limitées et sachant que le Maroc est un pays en voie de développement, comment on peut trouver l'équilibre entre investir dans les préventions et de répondre aux besoins de soins curatifs? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier pour cette initiative Parlons Développement. J'ai une question parce que nous allons on essaye de sensibiliser les personnes de faire c'est-à-dire mieux prévenir pour mieux soigner. Comment on peut convaincre des personnes qui sont un réflexe de dire pourquoi aller chez le médecin avant d'être malade. C'est-à-dire elles ont allé chez le médecin avant d'être malade. C'est-à-dire faire des soins avant d'être malade. Là, ici, s'il vous plaît. Ici. Salam alaikum. C'est de la place Mehdi, faculté sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida. Donc, je tiens à féliciter tous ceux qui ont contribué de près et de loin à la réalisation de cette rencontre. Voilà, mon intervention donc porte sur ce qui a été abordé tout à l'heure par le professeur Hachri Hafid sur le phénomène de l'infopédémie. On sait bien donc l'importance de la prévention. Personne ne peut nier l'importance de la prévention dans les traitements des maladies, mais toute action ne peut pas mener à des résultats si on ne peut pas gagner la confiance des personnes concernées par la prévention. Et ces personnes, donc, ils subissent tous les jours un tas d'informations, peut-être fausses, peut-être des vraies, mais qui peuvent tacheter ou bien contaminer la confiance qui peuvent être entre les actions menées par les organismes nationaux, les organismes internationaux, notamment ce qu'on a vu récemment, donc les rumeurs qui circulent sur l'efficacité par exemple des actions qui ont été menées, ça fait un bon moment, des actions de vaccination et leur importance. Et maintenant, on trouve donc qu'il y a un manque de confiance sur ces actions. Alors, on ne peut pas atteindre les résultats, on ne peut pas atteindre les résultats. Alors, quels sont les plans d'action qui peuvent permettre de regagner cette confiance entre ces organismes et les personnes concernées par la prévention? Merci. Il y a une question ici. Salam alaikum. C'est M. Boudi Yassine, enseignant-chercheur et chef de département des sciences économiques et gestion à la FSGS d'El Jadida. Bien sûr, je tiens à remercier tous les partenaires et les organisateurs pour cette très belle initiative
un sujet qui est très important. Alors, comme vous le savez, et comme on le sait tous, le Maroc s'est engagé dans une réforme structurelle et très ambitieuse du secteur de la santé. Et, par exemple, la généralisation de la couverture sanitaire. Et bien sûr, ces réformes, comme vous l'avez dit, s'inscrivent dans le cadre des recommandations internationales, que ce soit de l'OMS ou de l'OCDE. Alors, dans ce contexte, en plus de l'économie de la santé, on peut parler aussi du management de la santé. Et on sait très bien que le management de la santé qui apparaît comme un levier stratégique pour atteindre ce qu'on appelle la performance clinique organisationnelle. Et quand on parle du management de la santé, en tant que chercheur et spécialiste en management des ressources humaines, et aujourd'hui avec nous, il y a pas mal d'étudiants qui étudient le management des ressources humaines, que ce soit en licence et en master, vous voyez pas que dans le secteur de santé publique, le management des ressources humaines apparaît juste comme un élément clé d'une gestion qui est administrative et non pas stratégique, contrairement au secteur privé. C'est-à-dire les ressources humaines ou le management des ressources humaines doit jouer un rôle stratégique pour atteindre ce genre de performance clinique. Et il y a un problème au niveau des ressources humaines. Quand on prend l'axe Kenitra et GIDA, on voit qu'il y a une concentration des ressources, que ce soit des médecins, des cadres, des infirmiers. Alors là, ça montre qu'il n'y a pas une gestion prévisionnelle, que ce soit des emplois ou des compétences dans les autres régions. Une toute dernière question adressée à Madame Fatima Merzouzi de CNSS. En tant que des fonctionnaires et enseignants, on a entendu dernièrement de la fusion entre CNSS et la CNOS. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu sur les avantages de cette fusion? Merci. Je pense qu'on laisse aux jeunes cette fois-ci, si possible. On prend quelques... Ah, voilà, la jeune ici, première jeune. Bonjour. Concernant la santé mentale, on sait que c'est un déterminant fondamental du capital humain. Il impacte la productivité, l'absentéisme, le chômage. Ma question, pourquoi l'État n'investit pas dans ce secteur? C'est un secteur négligé par l'État. Ok. On aura deux autres questions. Là, ici, une question. Ça fait, on prend une. Ça fait, on répond aux 7. On commence par les. Hein? Ok, pas de souci. Merci. Merci, je sais que le temps est un Mais il faut être bref. Oui, je vais aller directement. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, à vous souhaiter la bienvenue parmi nous, de rencontrer encore une fois c'est Zoher. Et je vais passer directement. J'ai pris du plaisir à écouter les interventions des panélistes, en partant de notre cher doyen, en clôturant avec notre chère vice-doyenne. Je vais aller directement à une question. On investit plus dans tout ce qui est curatif plus que préventif. On est bien d'accord là-dessus. D'accord? Donc moi, je partage une réflexion avec les intervenants. Est-ce qu'il y a pas un manque de communication déjà par toutes les actions qui sont faites au niveau de tout ce qui est préventif? Parce que tout à l'heure, à travers l'intervention de M. Zoher, peut-être la formation des intervenants en matière de soft skills, gratuitement, peut-être cette information n'est pas véhiculée. Parce que si on le sait, on pouvait en profiter. Et je vais rebondir sur cette intervention dans le fait que vous faites des interventions pour tout ce qui est prévenir. Mais est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui montrent l'importance de cette action pour que l'État puisse investir plus? Parce que je reviens à tout ce qui est politique publique, à tout ce qui est investissement, à tout ce qui est plutôt financement. On finance tout ce qui est curatif plus que préventif. Peut-être qu'il faut médiatiser plus ces actions à travers des indicateurs et pour mesurer l'impact de ces actions. Peut-être que là, l'État va orienter plus de budget vers tout ce qui est préventif. C'est ça ma question. Merci. Donc, je donnerai la parole à nos panélistes. On commence là de l'extrême droite, à ma droite ou à ma gauche. On parle, si Zoher Mazi, est-ce que vous pouvez réagir aux questions?
Extrême gauche ou l'extrême droite? Extrême. Je me suis mis à la place de l'audience. Ça. On essaye de se positionner au centre pour ne pas. في l'atelier ديال الصباح هضرنا على les évidences. علاش la prévention c'est plus efficace et plus efficient. وكنا هضرنا على des indicateurs على le retour sur investissement ou le retour sur investissement social, le retour social sur investissement. Donc كاين des études اللي تيداروا بانه chaque dollar que tu investis des actions de prévention تتربح منهم شي حاجه. On a cité des exemples على la vaccination على وعلى le cancer وعلى ثالث ما عقلتش عليه اللي ها l'éducation, l'activité physique, si je me souviens, nutrition. Ouais. Donc, il y a des évidences scientifiques في هذا المجال هذا. Donc, où l'économie de la santé, les études ou la هذا, احنا محتاجين ليها بزاف parce que ça aide pour éclaircir la décision en matière de politique publique en domaine de santé. واخا حتى هي فيها دي كورون بارفوا كتلقى فيها هكا وكتلقى فيها هكا. Aussi pour les approches comportementales, c'est important parce que السلوك البشري فهو كذلك بالمحددات الاجتماعية الأساسية بالنسبة للصحة. حنا كجمعية كنحاولوا نانتيغريو هاد الطريقة ديال العمل ونمشيو اودولا ديال الاخبار ديال الناس. وحنا قراب بزاف من واحد لابروش لانه كاين دي بليزيور كادر كونسيبتويل كي اكسبليك لو كومبورتمون هيومان. حنا اللي تنحاولوا نخدموا بها هي لابروش كومونيكاسيون بور لو شونجمون سوسيال اي كومبورتمونتال. دايوغ هي اللي ادوبتي مع لي ان دي اش اي دوطر كذا. En matière de santé mentale dans le milieu universitaire et scolaire, c'est important. هنا تبغي ثاني لفت الانتباه ديالكم ان لا سونتي ما تحاولوش تتعاملوا معها كانها جوست ان ايطا بيدك حل مريض صحيح، لا، ولكن تحاولوا معها كانها ريسورس دو في. عندك الصحه اشنو كدير بها؟ دونك هي اللي غادي تمكنك انك تقرا مزيان، تكون مزيان، تكون عندك مستقبل، يكون عندك اندماج سوسيو مهني مزيان. كما قلنا عاوتاني ان لي زاكسيون لو بليدويي ديالنا حنا ولا لابروش ديالنا حنا هو انه لي زاكسيون دو بريفونسيون اي دو بروموسيون ماشي بالضروره يجيو من الفوق لتحت، ولكن يقدروا يتبناو من عند لي كوميونيتي من التحت. وهنا جو فوز انكوراج كوم دي ستوديون ولا ديال الناس ديال لونيفرسيتي نفعلوا ديك البارتناريا بيناتنا. علاش ما تكونش واحد لا كرياسيون ديال ان كلوب سونتي يبدا من لونيفرسيتي. Merci. Donc, je donne la parole à Madame professeur Dounia Rahbi. D'accord. Donc, pour Rabhi. J'ai une collègue Rahbi, donc Rahbi. Donc, pour compléter ce qui a été dit, j'ai retenu la question par rapport à modifier les comportements ou les approches comportementales. Peut-être il faut intensifier la communication intégrée. Donc là, c'est-à-dire une communication de toutes les parties prenantes. Parce que quand par exemple, j'allume la télé, je trouve un spot télévisé réalisé par le ministère de la Santé qui explique qu'il faut faire de la prévention, etc. J'allume la radio, j'écoute aussi une communication dédiée à la prévention. J'arrive dans le milieu universitaire ou bien l'école primaire, quel que soit c'est-à-dire là où on est scolarisé, là aussi, si on fait à chaque fois des actions de sensibilisation, faire des rappels, des ateliers, etc. Et aussi le rôle de la famille, les parents. Il suffit de dire aux enfants, il faut se laver les mains avant de manger. C'est une prévention et on prévient contre le risque. Donc là, il faut qu'il y ait une communication intégrée et c'est-à-dire, voilà, de façon transversale. Aussi, quand on lit la société civile, le monde académique et les acteurs socio-économiques, là aussi, il faut qu'il y ait une co-construction.
des réunions consultatives qui réunissent. D'ailleurs, l'initiative Parlons Développement, c'est-à-dire quand on est échange avec des jeunes, avec des étudiants, et on a la société civile qui est présente, les acteurs au niveau international et l'université, là aussi, à travers cet échange, c'est-à-dire on arrive à passer le message. Là, aujourd'hui, on est dans la sensibilisation et dans l'éducation sanitaire. Et aussi pour changer le comportement, c'est-à-dire quand on passe des messages, il faut que le citoyen il sache que c'est-à-dire il y a un coût élevé qui paye. D'après un rapport de, je vais voir où je l'ai noté, donc un rapport de 2021 sur la stratégie nationale. Voilà, la stratégie nationale de financement de la santé de 2021. On a les comptes nationaux de la santé. Ils montrent une contribution des ménages à hauteur de 50,7%, c'est-à-dire aux dépenses de la santé. C'est-à-dire le citoyen, il contribue avec un montant très élevé à la santé. Et donc le fait qu'on paye de notre poche, on finit par renoncer aux soins. Et si on renonce aux soins, c'est là où ça va s'aggraver, des maladies plus graves. Et c'est ça qui va coûter encore plus. Donc, pour ne pas tomber dans les coûts élevés pour soigner les maladies graves, il vaut mieux prévenir. Il y a pas mal d'actions qu'on peut mettre en place. Voilà. Moi aussi, je vous remercie d'ailleurs pour votre présence et la thématique que vous traitez aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien insister sur une chose. L'éducation pour les jeunes d'aujourd'hui, il doit être adapté justement au contexte actuel. On est aujourd'hui dans un contexte d'instauration d'une couverture sociale généralisée. Qui dit généralisée, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau pour la population, et pour nos jeunes, et pour nous-mêmes. Donc, on doit s'adapter à ce contexte pour ne pas tomber dans les dérives. Et je voulais rajouter une chose concernant le médecin de la famille. C'est une chose qui n'existe pas beaucoup au Maroc. Contrairement aux pays développés, chaque famille a leur propre médecin, généraliste d'ailleurs. Le premier contact, il est avec un médecin généraliste. Il joue le rôle de l'éducateur et celui qui informe et celui qui éduque avant de passer à d'autres types ou d'autres formes d'éducation de la jeunesse et éventuellement de la société autant que telle, dans sa globalité. Donc ça, c'est un élément très, très important à développer. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre présentation que aujourd'hui, on est passé à la couverture sociale rapidement. Moi, personnellement, je veux pas qu'on aille dans ce sens rapidement. J'aimerais bien qu'on aille tout doucement, en s'inspirant des expériences d'ailleurs. Parce que les dérives aujourd'hui, si on prend que l'exemple de la France, il y a un déficit énorme pour la sécurité sociale. Et justement, ces dérives, on doit se poser la question d'où vient justement ce déficit et pourquoi on est arrivé à là. Et comme nous, on commence le processus, on doit commencer sur des bonnes bases. Demain ou après-demain, les choses qu'on raconte sur les pratiques des citoyens français, et excusez-moi, à chaque fois je reviens sur les citoyens français, c'est cette addiction aux médicaments. À chaque fois qu'ils ne se sentent pas bien, il va à la pharmacie et il prend un médicament. Et ça se répercute sur les autres générations. La vieille génération et les moins vieilles et les jeunes et ainsi de suite. Et ça devient un réflexe d'aller chercher un médicament même quand il ne sert à rien. Et c'est cette dépense. Donc nous, puisqu'on est dans le début de cette couverture généralisée au Maroc, on doit s'inspirer de ces défaillances et essayer de trouver les bonnes pratiques à la mise à jour de ce système. Je crois que j'arrête. Merci beaucoup.
Alors, je vais juste rebondir sur la question le retour sur investissement par rapport à la CNSS. Donc, au niveau de la CNSS, on n'a toujours pas fait d'études actuellement. On attend d'abord la mise en place des programmes de dépistage et leur financement. Après, on va faire des études, effectivement, pour essayer de quantifier l'effet de cette prévention. Mais j'ai quelques chiffres en tête. Sur le plan mondial, déjà, l'OMS parle, un rapport à l'OMS parle d'un dollar investi en prévention permet un gain de $7. Bien sûr, ces chiffres ne peuvent pas s'appliquer à toutes les populations, mais déjà, ce sont des chiffres prometteurs. Une étude actuarielle réalisée par la Caisse nationale tunisienne qui a estimé les gains chez des populations porteuses de maladies chroniques avec et sans prévention. Donc, ils ont énoncé un chiffre énorme, c'est 124 millions de dinars tunisiens de gains sur une durée de 5 ans. Donc, sur le plan de la CNSS, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'études, mais je peux vous donner un petit exemple concret. J'ai un patient, par exemple, devant un patient qui est diabétique, qui a un diabète, et donc ce patient, s'il n'est pas bien traité, et le rôle de la prévention tertiaire pour ce patient, elle est cruciale, parce qu'il doit savoir quoi manger, quand manger, quand s'auto-injecter l'insuline, quels sont les signes d'hypoglycémie devant lesquels il doit faire un resucrage, quels sont les signes d'hyperglycémie devant lesquels il doit consulter, quand faire l'activité, quelle activité physique faire. Tout ça, c'est une sensibilisation, une éducation qui rentre dans la prévention tertiaire. Ce patient, s'il n'est pas bien traité, il peut évoluer vers des complications graves telles l'insuffisance rénale chronique, voire au stade terminal qui nécessite la dialyse. Donc, un patient diabétique coûte à la CNSS actuellement 6 000 dirhams par an. C'est le coût du traitement seulement, pas les hospitalisations, les consultations et tout. Mais un patient en insuffisance rénale terminale coûte plus de 130 000 dirhams annuellement. C'est le coût de la dialyse seulement. Si on ajoute le coût des traitements, surtout les anti-anémiques, les hospitalisations, ça va être... Concernant la question de la fusion, effectivement, ça vient d'être acté et la loi prévoit que les acquis des assurés de la CNOPS vont être gardés. Mais sincèrement, on n'a pas des retours concrets sur comment on va être, c'est-à-dire concrétisé sur le terrain. Peut-être que cette question doit être posée dans 1 an. Et donc, je vais vous répondre concrètement. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, 2 minutes, comme ça, on clôture. Je parle trop peut-être, je suis désolé, c'est comme ça, l'enseignement, moi j'ai eu... mais excusez-moi. Alors, rapidement, parce qu'il y avait des questions quand même assez intéressantes. La question de... Bon, comment intégrer la santé dans toutes les politiques, c'est pas uniquement l'affaire des ministères, c'est simple pour nous. L'expérience de la gestion de la Covid au Maroc a été un excellent succès qui a été documenté, je dirais, partagé au niveau international. Et suivi par une autre urgence, c'est le séisme. Pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça a marché? Tous autour de la santé, parce qu'en fin de compte, c'est la prise en charge sanitaire. Pour la Covid et pour le séisme, c'est les hôpitaux, les centres de santé. On a fait une évaluation. On espère avoir un modèle pour que cette approche d'intégration de la santé dans toutes les politiques soit de routine et pour toujours, pas uniquement en situation d'urgence. Et donc, ça peut marcher. On sait, il y a des résultats, etc. Mais il faut faire un peu plus d'efforts. Le Maroc a un département un ministère qui s'appelait ministère de la convergence des politiques publiques et ça n'a pas marché. Mais il y a quelque chose que nous avons pu identifier dans la gestion. Il y a des commissions interministérielles qui ont géré tout ça. Et donc, on pourrait après partager ce modèle. On espère qu'il soit utilisé pour... Alors, comment le patient peut... Comment encourager les patients? Je dis pas patient. Un citoyen
voilà, il vaut mieux, à consulter davantage même s'il n'est pas malade. Je pense qu'il y a deux logiques là. La première logique, c'est de sensibiliser la communauté, la population. On a parlé du rôle de la société civile, la health literacy. Donc, comment renforcer le pouvoir de chacun d'entre nous à savoir ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, il doit marcher, etc., etc. Mais il y a un rôle également des autres secteurs pour créer des pistes piétons, pour cyclables et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, monsieur le doyen, on a parlé tout de suite, la démédicalisation. Il faut, parce que nous avons une culture. Nous, Marocains, quand on part chez le médecin, on doit recevoir un médicament. Moi, je me rappelle, et parfois, je ne vais pas dire, je ne vais pas raconter il faut une injection qui fait mal pour sentir que c'est bon, maintenant je vais guérir. Ah, il y a cette culture-là. Et donc, la démédicalisation, c'est que le médecin ne doit pas systématiquement prescrire un médicament. Tu peux consulter, me consulter, je sais que c'est un problème psychologique, on peut expliquer. Il faut que le patient soit également capable d'accepter. Sinon, on va dire c'est un mauvais médecin, il m'a rien donné comme médicament. Vous voyez, il faut savoir avec qui tu es, hein, tu traites, il faut expliquer, mais à un certain moment, dans ce qu'on appelle le placebo. Et la couverture santé universelle, dans ma collègue, on en a parlé. On a tous une couverture médicale, on peut consulter et la population, on va consulter parce qu'on a mal dormi hier, etc., etc. L'infodémie, je pense qu'il y a deux cas de figure: encadrer, former les médias, mais leur donner de l'information. On parle de data, leur donner de l'information correcte et doit être accessible. Sinon, pour attirer l'attention, on doit mettre un article en premier, je ne sais pas, n'importe quoi. Dans tous les cas, c'est les médias, les former, les encadrer, mais également rappeler la déontologie de la pratique de la presse. La déontologie, il ne faut pas dire n'importe quoi, tu n'as pas la certitude. Je ne dis pas la poursuite, mais la déontologie, et rappeler un petit peu la conscience pour partager le... Dernier point, peut-être, si vous le permettez, la question de management des ressources humaines, effectivement, mais on espère que la nouvelle réforme du système de santé actuellement avec les GST, quelqu'un qui a posé la question GST, oui, vous-même, c'est la décentralisation de système. On espère que le nouveau système territorial avec on a maintenant presque chaque région a une faculté de médecine et des écoles d'infirmiers publics et privés. Et donc, on espère qu'il y aurait une autonomie au niveau local, une autonomie de gestion sur tous les plans, recrutement de personnel seront fidèles pour la région, ainsi de suite. Et bien sûr, avoir les zones de santé et chaque niveau va faire le travail concret qu'il faut. Nous, ce qu'on essaie de défendre, l'OMS, dernier point, c'est de positionner les soins de santé primaire et le médecin de famille, parce que j'ai oublié de le mentionner, monsieur le doyen en a rappelé, l'importance de la médecine de famille, des soins de santé primaire pour, encore une fois, renforcer, encourager la prévention et la promotion de la santé, que d'aller vers des hôpitaux qu'on voit maintenant augmenter en nombre et en chiffres partout, universitaires particulièrement. On n'est pas dans l'hospitalo-centrisme, il faut rappeler qu'on est dans la prévention et la promotion de la santé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, le débat touche à sa fin. Donc, je tiens tout d'abord à remercier nos éminents speakers. Je tiens à remercier nos professeurs, nos étudiants avec nous pour leurs questions. Et je tiens à remercier nos partenaires et particulièrement professeur Dounia Rabhi, vice-doyenne chargée de la recherche scientifique et de la coopération. Merci. Et je remercie également monsieur Saïd Lemskini, qui est le doyen de l'université, de nous avoir accueillis. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour la 23e édition de Parlons Développement.